Merci et bonjour à toutes. Désolée pour la petite attente, mais on avait une urgence. On a une quinzaine de minutes parce que il y a encore quelques députés qui ont des urgences et que je dois aider à avancer. Donc en fait, oui, nous avons mis notre mandat sous le proverbe « dans la proximité et à l'écoute du peuple ». Et le peuple ne peut être informé, nous avons un devoir de redevabilité que par la parole que les parlementaires prennent par rapport à certaines initiatives. Et donc dans ce cadre-là, il ne vous a pas échappé que du 3 au 10 juillet, nous étions au nom de l'Assemblée nationale pour la République démocratique du Congo. Nous nous sommes rendus dans deux rencontres importantes à l'extérieur, en France, à Aix-en-Provence, et puis à Abidjan pour la 40e Assemblée parlementaire francophone. En France, à Aix-en-Provence, c'était une rencontre de haut niveau avec des économistes du monde entier pour interroger en fait sur la question de quelle économie, quel modèle économique voulons-nous aujourd'hui pour que nos populations se plaignent moins, revendiquent moins, et c'est un sujet d'actualité, que ce soit en France ou en RDC. De ce point de vue-là, nous sommes tous à même niveau. Nos populations interrogent les politiques économiques que nous prenons. À Abidjan, c'était plus la rencontre des parlementaires qui ont en commun la langue française, avec la présence de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Michikwabo, et c'est dans ce cadre-là qu'en tant que détenteur de la parole d'un parlementaire français, enfin parlant français avec la RDC étant le plus grand pays francophone, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été demandé de représenter la RDC. Voilà, je dirais, pour l'introduction. Très rapidement, vous l'avez compris, Madame la Capuchon, on commence par la première question concise, précise pour y aller. Bruno Bonistel. Madame la Présidente, cette 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie avait un thème principal, Parlement et renforcement de la démocratie. En quoi cette thématique principale rencontre-t-elle ou renforce-t-elle votre approche de promouvoir un Parlement plus proche des populations? Je crois que d'abord, le thème était vraiment d'actualité pour la RDC, puisqu'on vient de terminer un processus démocratique où nous avons eu des élections présidentielles, des élections législatives, des élections sénatoriales qui viennent à peine de s'achever. Et c'était la première fois depuis la fin de ces élections que la RDC pouvait, aux côtés de ses pairs parlant, donc ayant en commun la langue française, pouvait donner son témoignage et son expérience du processus électoral. Comme vous dites, le thème était lié à cette démocratie que nous construisons, et il était très important pour le plus grand pays francophone, mais qui est aussi un des 3 plus grands pays du continent africain avec 80 millions d'habitants. Il était quand même important qu'on rende crédit à la RDC et aux leaders de ce pays pour les efforts qu'ils ont faits après 3 rendez-vous électoraux, 2006, 2011, 2018, dans un pays qui est aussi plein de défis et qui a cette importante population jeune. Il était important de faire témoignage de ce que nous avons accompli sur le chemin démocratique. Parce que si nous-mêmes nous ne le disons pas, personne ne nous entendra. Nous sommes aussi un petit peu lassés d'entendre les gens s'ériger en censeurs contre la RDC, parfois, des gens qui ne sont pas de la RDC. Moi, je crois que la démocratie, le processus électoral, la victoire électorale que la RDC a eue, quel que soit le camp, c'est d'abord la victoire des Congolais. Et c'est à ces Congolais-là qu'il fallait rendre honneur parce qu'ils ont accepté, un 28 décembre, d'aller tous, plus de 40 millions de Congolais, déposer leur choix dans l'urne pour que nous fassions des choix, non pas par les armes, non pas par la guerre ou par les rébellions, mais par des choix responsables exprimés au travers de ce que la Constitution nous a donné, qui s'appelle élection. Et donc, nous l'avons fait, la RDC l'a fait, malgré toutes les spéculations négatives qui avaient précédé ce processus. Et donc, il faut quand même rendre hommage à cette nouvelle génération de Congolais de tous les jours, et puis Congolais politiciens, qui ensemble ont pu mener ce chemin. Et donc, cette expérience d'un pays qui est grand, qui a 80 millions d'habitants, qui a été marqué par des conflits à l'Est,
qu'il y a encore des défis de pauvreté, qu'il y a des défis d'infrastructure, de mobilité des gens dans la ville même de Kinshasa et ailleurs, cette expérience-là, il n'y a que nous-mêmes, nous autres, qui pouvons en parler aux autres pour leur dire pourquoi la démocratie est bien, mais pourquoi la démocratie a des limites aussi quand elle ne parvient pas à répondre et satisfaire aux besoins immédiats de la population. Et donc ce débat-là était important aussi. C'est pas seulement dire on a fait des élections et on respecte la démocratie, c'est dire on a fait des élections, on respecte la démocratie. La RDC, qui était entre guillemets le mauvais élève en décembre 2018, est devenu le bon élève dans l'Afrique des grands lacs des hommes forts. Et donc, au-delà de la démocratie, maintenant, nos populations nous disent c'est bien, on a été voté, on a respecté la démocratie, mais qu'est-ce que moi j'ai en retour au niveau économique et social? Et les réponses parfois viennent d'autres pays qui ont des expériences comme les nôtres et avec qui on peut, je dirais, partager les bonnes recettes. Merci. Honorable Présidente, y a-t-il des engagements pris, notamment vous concernant, au niveau de la PEF, pour asseoir justement la démocratie et les développements dans le pays membre de la PEF dont la majeure partie de la population est pauvre? Oui, justement, je crois qu'un des grands acquis d'abord de l'APF, c'est qu'en hissant, au nom du chef de l'État, le président Tshisekedi, en hissant le drapeau de la RDC, dans le cadre de sa réalité parlementaire, d'abord ça a attiré l'attention des autres pays francophones sur ce que la RDC a fait. Une transition pacifique, sereine, une passation de pouvoir avec des personnes qui n'ont quand même pas 70 ans, qui sont jeunes, c'est pas toujours évident autour des voisins, et qui finalement peuvent servir d'exemple de démocratie aux autres. Un des engagements qui a été pris là-bas, c'est que le cas congolais est tellement particulier sur les 15 dernières années. On est passé de rébellion, guerre, à un système de 1+4. Et puis en 2006, on a mis la Constitution, on a fait les premières élections une fois, on les a fait en 2011 une deuxième fois, on les a fait en 2018 et on est arrivé en 2018 à des élections apaisées, avec une transition pacifique où on se retrouve dans un paysage politique un peu novateur où on a un président de la République qui est d'un parti ou d'une coalition donnée, d'un regroupement politique donné et qui est en coalition avec un autre regroupement politique qui est majoritaire au Parlement. C'est ce qu'on appelle la coalition. Et c'est rare les coalitions en Afrique. Généralement, les coalitions en Afrique ont du mal, même ailleurs que l'Afrique, à persister. Et donc, l'engagement de cette réunion était de dire, mais c'est vrai, vous avez raison de nous dire que souvent on fait une caricature de la RDC et c'est une caricature qui est toujours en noir. Eh bien, pour montrer notre engagement à soutenir ce type de passation de pouvoir pacifique et démocratique, nous, l'APF, nous avons pris comme engagement, de s'intéresser aux jeunes, et particulièrement les jeunes du plus grand pays francophone, la RDC. Nous viendrons en RDC pour la prochaine tenue de la réunion APF. Donc, la prochaine assemblée parlementaire francophone, en mai 2020, va se dérouler ici en RDC à Kinshasa. C'est une façon de rendre hommage aux Congolais qui, dans ce concert des pays francophones, parce qu'il est un pays important et significatif en termes de population qui détiennent cette langue, eh bien c'est un hommage qui est rendu aux efforts que nous avons faits pour la démocratie. Voilà un des engagements, entre autres, qui a été pris à l'APF. Mais au-delà de ça, qui est ce symbole de revenir en RDC après plusieurs années, puisque dans cette salle, nous avions tenu la francophonie il y a plusieurs années de cela. Au-delà de cela, il a été convenu que nous allons nous concentrer sur des sujets qui sont des sujets qui parlent à la population. Et les sujets qui reviennent souvent en Afrique, nous avons une population dont 70% a moins de 40 ans. C'est énorme, c'est les chiffres de la RDC. Et donc, nous devons effectivement nous dire, quand nous faisons des lois, quand nous effectuons le contrôle parlementaire, qui sont les missions de l'Assemblée nationale, quand nous encadrons nos députés pour qu'ils retournent sur terrain dans les vacances parlementaires, lorsque nous représentons notre pays à l'extérieur, faut-il parler des politiciens ou faut-il parler de ceux qui votent les politiciens? Je pense qu'il faut parler de ceux qui votent les politiciens, qui sont les Congolais et dont 70% est jeune. Donc à ce moment-là, des thèmes comme lutter contre la pauvreté, mieux intégrer les jeunes
dans le tissu professionnel ou le tissu politique, s'assurer aussi que la gouvernance politique et économique est mieux assurée parce qu'il y a une représentativité de tous les genres, hommes et femmes, de tous les âges, jeunes et vieux. Eh bien voilà des engagements en tout cas qui sont ceux qui ont été au cœur de nos discussions, donc des thèmes sur la jeunesse, l'émergence des vulnérables et le respect du genre, le développement économique durable dans le respect de l'environnement et le crédit qui doit être donné aux pays francophones qui défendent les valeurs de la francophonie que sont notamment la démocratie et que la RDC, dans les Grands Lacs en tout cas, a bien défendu au travers de cette transition pacifique. Rapidement, Sylvie Moïto, RDC. Madame la Présidente, l'Afrique a repris la direction de l'APF après la fin du mandat du Canadien François Paradis. Qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau président ivoirien Amadou Soumaoro? Je pense que les nationalités comptent peu, mais il est évident que d'avoir à la tête de l'APF un président d'Assemblée nationale qui est africain, je pense que c'est une bonne chose, ce n'est pas une nouvelle expérience. La RDC aussi avait été longtemps à la tête de l'APF, mais je pense que ce qui est important ici, c'est de se rassurer que parce que nous avons les mêmes réalités, nous avons les mêmes défis, nous sommes dans les mêmes contextes culturels, il y aura peut-être une sensibilité plus forte sur les questions qui réellement traversent et secouent l'Afrique aujourd'hui. Je pense à des questions de paix et de sécurité, je pense à des questions d'intégration de la jeunesse et de lutte contre le chômage, je pense à des questions évidentes de lutte contre la pauvreté. Parce que d'un côté, nous avons poussé la démocratie sur base d'une hypothèse que la démocratie, c'est une forme de liberté ou de libéralisme politique. Et qu'avec cette démocratie ou ce libéralisme politique doit venir de pair sur le même chemin un libéralisme économique. Donc une économie qui est portée par la démocratie. Or aujourd'hui, les gens nous disent, quand nous allons à l'intérieur du pays, et même à Kinshasa, oui, c'est vrai, la démocratie, c'est bien, on a voté, mais qu'est-ce que nous gagnons dans notre quotidien? Et donc je pense qu'un Africain qui a les mêmes défis que nous, dont le pays est situé sur un continent où effectivement ces mêmes problèmes que nous avons en RDC traversent son pays, mais aussi les pays voisins du continent, je pense qu'il aura à cœur sans doute de porter plus fort et d'accélérer l'agenda sur les questions de développement inclusif, d'économie sociale et solidaire. Donc c'est ça peut-être la touche ou la sensibilité particulière que nous pourrions avoir avec notre frère africain président de l'APF. Cela étant dit, je crois que son prédécesseur, M. Paradis, a été un président d'APF qui a vraiment fait bouger aussi les lignes tant en Afrique que dans le reste du monde. Et donc, tout est une question de valeurs que nous portons ensemble. Je ne pense pas que l'APF, c'est un club d'amis, mais c'est la rencontre de députés qui forgent et construisent avec leur population des démocraties en ayant en commun la langue française, cette langue française qui est quand même celle qui a vu la Déclaration universelle des droits de l'homme écrite en français. Donc voilà. Avec votre permission, Madame la Présidente, on va prendre les deux dernières questions pour terminer rapidement. On prend Ovel Kambalé de Digital Congo. Madame la Présidente, les armes continuent une sécurité immédiatement à l'est du pays, particulièrement Béni au Nord Kivu avec les ADF et en Ituri, en Djougou avec les miliciens. Avez-vous obtenu l'accompagnement de l'APF pour en finir avec les postes négatifs qui écument la partie est du pays? Parce qu'à Béni, de même à Ituri, au compte au jour le jour les morts. Je vous remercie pour la question. C'est une question importante, mais je crois que c'est une question avant tout de politique intérieure. Moi, quand il y a des problèmes à Béni ou en Ituri ou à Songololo ou à Mbujimai ou à Kalemi ou à Gemena, quels que soient les problèmes d'insécurité, qu'ils soient à Béni, je considère que ce sont d'abord des problèmes de Congolais. Je considère que ce sont d'abord des problèmes de sécurité intérieure. Je considère que ces problèmes sont résolus d'abord, les guerres se résolvent d'abord, ou les problèmes d'insécurité se résolvent d'abord par
les populations et le rejet qu'elles ont du sang, de l'insécurité et de la violence. Quand il y a le feu dans un village, je crois qu'on ne dit pas « je vais traverser la rivière pour aller dans le pays voisin pour qu'il m'aide à résoudre ce problème-là ». On dit « j'ai le feu chez moi dans mon village, je vais me battre et trouver une solution ». Et donc, non, ce n'est pas par l'APF, selon moi, qu'on va trouver une solution aux problèmes d'insécurité à l'Est. Les problèmes d'insécurité à l'Est, ça fait plus d'une décennie que ces problèmes sont là. Il faut prendre ces questions très au sérieux parce que beaucoup de soldats congolais de tout le Congo, de toutes les 26 provinces du Congo, ont versé leur sang pour les frères de Bukavu, de Goma et partout où il y a de l'insécurité en République démocratique du Congo. Je pense que c'est une question qui est profonde, c'est une question qui demande des mesures urgentes. À mon avis, la solution n'est pas que militaire ou sécuritaire parce que nous avons, en tant qu'État, apporté des réponses militaires et sécuritaires depuis plusieurs années, mais ça n'a pas l'air suffisant. Alors se pose aussi peut-être le problème de ceux que vous appelez les ADF NALU et tous ces groupes armés. Il y a déjà un gros travail qui a été fait dans le passé, mais je crois que la présence du président Tshisekedi sur terrain dans ces zones-là, la présence de députés nationaux que nous avons appuyés régulièrement depuis notre arrivée ici pour résoudre ces questions démontre à suffisance que nous ne prenons pas ces sujets à la légère. Nous les prenons au sérieux, mais nous les prenons au sérieux dans la diversité des 26 provinces de l'État congolais, en se disant que c'est une longue bataille, elle prendra du temps et qu'elle nécessite beaucoup de prudence, de précaution et de soutien des populations qui sont endeuillées là-bas tous les jours. Vous avez parlé de Béni, je voudrais aussi beaucoup qu'on insiste sur l'Ituri, parce qu'on parle beaucoup de Béni souvent, on oublie les frères de l'Ituri. Peut-être dans cette couverture médiatique macabre, parce que croyez-moi, en Ituri, ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile non plus, il y a une résurgence de violence. J'avais reçu le collectif des députés nationaux de l'Ituri. Nous avons dépêché et envoyé une délégation de l'Assemblée nationale qui d'ailleurs a attendu le chef de l'État lors de son passage là-bas. C'est pour vous dire que ces villes qui sont visitées et par la plus haute autorité du pays et par nos députés nationaux peuvent compter sur le soutien de toute la nation congolaise. Il ne suffira pas que l'Assemblée nationale intervienne, mais je crois que c'est toutes les entités de la nation congolaise qui sont sollicitées par rapport aux problèmes de sécurité à l'Est. Et là, je crois qu'il faut encore remercier nos policiers et nos soldats pour les efforts majeurs qu'ils font, mais le problème est complexe. Je crois que vous avez suivi qu'il y a des pointes aussi de mouvements terroristes dans ces démarches-là, et ce qu'on appelle les mouvements terroristes, ça provoque des réponses sécuritaires qui sont atypiques. Donc c'est pas comme si on est dans une guerre classique, on est dans ce qu'on appelle des guerres asymétriques, et donc ça prend beaucoup plus de temps pour être résolu. Mais j'espère en tout cas que le mieux pourra arriver pour nos frères et sœurs de Béni, d'Ituri et de toutes les zones du pays où il y a insécurité. Et en tout cas, je voudrais leur transmettre au nom de l'Assemblée nationale et de tous les députés qui représentent ces zones à problème de sécurité, notre soutien et notre sympathie. Et je crois qu'on ne peut que souhaiter le meilleur. Voilà, on va terminer avec Rachel Chitida de Action 30. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À Paris, vous êtes revenue sur un concept, la politique positive. Alors, moi, je me pose la question, et nous nous sommes posé la question de savoir c'est quoi cette approche de la politique positive, si vous pouvez nous en donner un peu plus de détails sur ce que vous appelez politique positive. Je vous remercie. En fait, j'étais à Paris, plus particulièrement plutôt en France, à Aix-en-Provence, comme je l'ai dit, à la conférence du Cercle des économistes. Et c'est une grande rencontre annuelle qui rassemble les différents économistes, les différentes écoles de pensée en matière d'économie et qui confronte en fait la façon de penser et surtout la façon de résoudre les problèmes économiques et sociaux des populations.
en disant, voilà, d'abord, on constate que les populations n'ont plus confiance dans les politiciens. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. On fait des sondages, on voit ce que vous pensez et la population n'a plus confiance dans les politiciens. Alors, cette confiance est rompue. Pourquoi? Comme je l'ai dit, ils disent, la démocratie c'est bien, mais c'est pas suffisant. La démocratie c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça ne résout pas mes problèmes de vie quotidienne. Et donc, si c'est faire de la politique pour la politique, si c'est faire de la politique pour faire du copier-coller, parce que, entre guillemets, le blanc nous a dit que la démocratie était bonne, mais moi je m'y retrouve pas, ça n'intéresse plus nos électeurs, ça n'intéresse plus nos populations. Si c'est pour faire de l'économie, comme on a entendu tout ce temps, où on nous dit, voilà, vous avez une inflation basse, votre pouvoir d'achat s'est amélioré 4 fois mieux depuis 10 ans, ce qui est vrai. Depuis 10 ans, la RDC est passée d'un pouvoir d'achat par tête d'habitant de $100 à 4 fois plus en 10 ans. Donc logiquement, si on regarde les chiffres d'une économie classique, nous sommes bien positionnés. Mais quand on entend le cœur des Congolais, les mères, les femmes, les vendeurs, tout le monde se plaint. Je prends l'exemple du Congo parce que c'est celui dans lequel je vis. Alors, on a développé un concept qu'on appelle économie positive. Économie positive, c'est une économie qui ne regarde pas que le résultat macroéconomique, que le résultat financier, mais c'est une économie en fait qui est conçue et pilotée pour que toutes les parties prenantes, et pas seulement des professeurs d'économie ou des ministres des Finances, puissent se retrouver, puissent voir leurs intérêts sur le long terme pris en compte. Et de la même façon qu'on dit économie positive, maintenant on parle de politique positive. Politique positive, ça veut dire on ne fait pas de la politique que pour un groupe donné, pour défendre un groupe d'intérêts précis, une classe d'individus, mais on fait la politique parce qu'on porte un projet, on porte une vision, on porte une ambition pour une nation, de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent s'y retrouver. Et donc, c'est un concept nouveau qui est développé par des économistes, des philosophes, des politiciens, mais qui vise à dire, essayons de faire la politique autrement, essayons de faire l'économie autrement pour que nos populations s'y retrouvent. En France, vous avez vu, il y a un président qui s'appelle Emmanuel Macron, et depuis novembre de l'année passée, il est littéralement critiqué, défié ou interpellé par des gens qu'on appelle les gilets jaunes. Ce sont des Français qui estiment que leur quotidien économique, social, politique ne les satisfait pas. Alors, il existe d'autres mouvements qu'on a observés malgré la démocratie dans différents continents, et l'Afrique n'est pas à l'abri. Et donc, dans ce cadre-là, les gens ne disent plus « Ah, le peuple a tort, c'est nous qui savons pour eux, c'est nous qui avons raison ». Les gens disent « Mais le peuple parle, ils nous ont désignés et ils n'ont pas l'air satisfaits. Il est donc préférable de trouver des réponses nouvelles à leur impatience, à leur attente, à leur insatisfaction. Et donc la politique positive, ce n'est pas une politique de clan, ce n'est pas une politique de nomenclatura, ce n'est pas une politique de faction. La politique positive, c'est une politique qui mettrait quand même les électeurs au centre de l'intérêt qu'on devrait développer pour eux et à leur avantage. Donc voilà, alors il était important que la RDC, qui a fait cette mutation politique importante, puisse quand même se confronter aux différents mouvements du monde en ce qui concerne la construction de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas une, la politique n'est pas une, la démocratie elle est plurielle et chacun la construit en fonction de son vécu culturel. J'ai souvent entendu à l'international, malheureusement, c'était important aussi que la voix du Congo soit entendue là-bas parce que j'ai quand même le sentiment qu'à l'international, on n'a pas tellement changé le logiciel sur le Congo. Ce qu'on entend sur certaines chaînes internationales, ce qu'on lit dans certains journaux internationaux, donne toujours l'impression d'un Congo qui est sur le banc des accusés, un Congo qui est petit élève ou mauvais élève ou moyen élève. Mais je dis que dans ce Congo-ci, il y a quand même eu une transition pacifique avec 9 voisins qui ont, eux, chacun traité la Constitution suivant les critères sociologiques et politiques qui sont les leurs. Mais nous avions une Constitution qui a dit, pas plus de 2 mandats, ça a été respecté. On n'a pas changé l'âge pour reculer la limite pour devenir président. On n'a pas changé le nombre de mandats. Donc je crois que le petit Congo mauvais élève, ça doit changer et nous devons tous avoir à cœur de porter ce travail extraordinaire que vous avez fait, d'abord vous, la presse, comme 4e pouvoir, relais de la population,
Parce que si vous ne nous aviez pas invités, encadrés, conseillés à considérer que cette mutation doit être une mutation pacifique, une mutation où tous les Congolais peuvent exprimer leur point de vue, celui de la majorité politique comme celui de la minorité politique, mais aujourd'hui nous n'aurions pas de leçons à donner au reste du monde. Donc moi je dis comme citoyenne congolaise et non pas comme présidente de l'Assemblée nationale que ça suffit avec cette histoire où on présente à l'extérieur le Congo comme le petit élève qui se comporte mal sur la route de la démocratie. C'était important comme citoyenne, c'était important comme président de l'Assemblée nationale que je porte aussi ce témoignage des 40 millions de Congolais qui sont allés au vote en disant on a fait le vote, ça a coûté $1 milliard, mais on l'a fait quand même malgré qu'on a des difficultés et les résultats ont été respectés et nous construisons au fur et à mesure notre démocratie. C'était le 3e rendez-vous. J'espère que le 4e rendez-vous en 2023 va juste conforter cette politique positive et cette démocratie que nous voulons avoir, mais je le répète, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, il faut vouloir le pouvoir pour le mieux-être de tous les Congolais. Et c'était ça le sens de notre message là-bas, et oui, c'est ça, pour nous en tout cas, la politique positive. Merci.